Présenté du Léman à l'or du sang rossé. Cette exposition relate l'aventure homérique du plus emblématique des submersibles suisses. Une épopée sur plusieurs océans, la quête d'un trésor faramineux, 60 ans déroulés d'histoire en 17 panneaux, ce qui nous a évidemment interdit à être exhaustifs. Néanmoins, des informations ressurgissent. Des photos, des vidéos, des archives, parfois inédites, comme celle de Guy Iméga de Vancouver, qui nous a apporté des photographies de l'équipage du Mésoscaphe face à Carthagène, qui nous montre le premier élément de bois du sang rosé, de l'épave du sang rosé qui remonte à la surface. Et puis la Sea Search Armada, qui nous a communiqué une vidéo emblématique, iconique, où les images subaquatiques du robot nous font découvrir l'épave du sang rosé. Pour mémoire, l'épave du sang rosé renferme, d'après le ministre de la Culture colombien, 15 à 17 milliards de pièces d'or et de pierres précieuses. Suivant les sources, ça va de 15 à 17. Bon. Néanmoins, c'est le trésor le plus important immergé au monde. Évidemment, toutes les convoitises, vous l'imaginez derrière. Maintenant, selon moi, c'est aussi une tragédie grecque. Parce que nous avons la gloire de l'Expo 64. Nous avons la quête d'un trésor faramineux en face de Carthagène, en Colombie. Nous avons l'agonie. Nous avons un rapatriement in extremis qui le sauve des mains, j'allais dire des griffes, des ferrailleurs. Nous avons un monstre de ferraille rouillé qui fait face à un monolithe de métal et de béton sur le lac de Mora. Et une renaissance partielle qui a nécessité de très nombreuses heures au Musée suisse des transports pour lui redonner belle figure. Alors, j'aimerais remercier et saluer les personnes qui ont œuvré pour son rapatriement. Je pense à la fondation de l'association Mésoscaphe Auguste Picard, je pense à Christian Savio, je pense à Hussein Fakri et bien d'autres, et à Eric Tesser qui est parmi nous. Merci d'être là. Alors, je voudrais également saluer Judith Montandon, qui nous a facilité nombre de contacts et de rencontres. Merci. Alors là, le plaisir immense, évidemment, je me tourne vers Horace Horton. Horace Horton est le fils de John Horton, qui a acheté le Mésoscaphe, l'a récupéré pour le embarquer de Marseille à Vancouver. Et il l'a modifié en sous-marin scientifique. Horace Horton nous a ouvert les archives du fonds Horton du Musée suisse des transports. Vous les trouvez ici, comme la vidéo iconique, comme les photos de Guy Iméga, tout est là. Donc Horace Horton, merci beaucoup. Horace va prendre la parole tout à l'heure, si tu le permets. Merci beaucoup. Et puis évidemment André Federici. André Federici, qui était tellement bienveillant, je dis vraiment très bienveillant. Il nous a accueillis vraiment à plusieurs reprises. Et puis, il nous a ouvert ses archives personnelles. Il nous a montré un classeur magnifique, avec des archives, avec des photos, avec des photocopies, enfin, remarquables. Et d'ailleurs, André, plusieurs des photos sont là et signées Federici spécial. Ce sont les photos et les informations de, évidemment, Federici qui a amené, descendu le Mésoscaphe à Marseille, puis de Chalon-sur-Saône à son retour jusqu'au Bouvray, mais pas seulement. Merci André. Et puis je voudrais m'adresser à Claude Roch. Alors Claude Roch, j'ai ici votre enveloppe que vous m'aviez remis à l'époque pour que je puisse avoir une idée du retour du Mésoscaphe en Suisse. Je vais vous rendre votre enveloppe et je vous remercie de votre aide, de votre participation. Merci beaucoup Claude Roch. Je vous laisse ça comme ça. Hein. Merci Claude. Évidemment, je dois dire un mot sur Nick Rodwell, car Nick Rodwell nous a permis de présenter dans l'exposition un dessin du professeur Tournesol. Ça paraît anecdotique, en vérité pas du tout.
parce que tout le monde sait que Hergé s'est inspiré d'Auguste Piccard pour créer le personnage du tournesol. Et le fait que Moulinsart nous ait permis de le faire, c'est magnifique. Je salue également Jean-Luc Rickenbacher, qui est le conservateur au musée suisse des transports, qui nous a beaucoup aidés. Enfin, cette exposition ne serait pas s'il n'y avait pas un graphiste. Où est-ce qu'il est, notre graphiste? Il est là. Notre graphiste, Pierre Lipschutz. Alors, Pierre Lipschutz, on l'a submergé pendant 2 ans d'archives, d'articles, de photos, de vidéos. Mais alors, vraiment submergé. Et puis, progressivement, les choses ont pris forme et il a sublimé notre matériel pour finalement en faire cette exposition et son livret associé. Donc, merci beaucoup, Pierre. Enfin, vous l'avez compris, le mésoscaphe est omniprésent sur les 17 panneaux. Pourtant, le centre de gravité est aussi, et j'ai même envie de dire, et surtout, l'aventure humaine que cette exposition raconte. Merci de votre attention. Je vais demander à Lionel Gauthier de prendre la parole. C'est le conservateur du musée du Léman à Nyon. Il est commissaire d'exposition comme Philippe et moi-même. Lionel. Merci à tous, merci Michel Félix. Effectivement, pour le musée du Léman, c'est un grand plaisir de participer une fois de plus à une exposition avec l'association des usagers des bains des Paquis. Parce que on n'est pas loin, mais on est quand même dans 2 cantons différents, mais on a le même lac, on a cette même eau et puis ce même patrimoine à mettre en valeur. Et donc c'est la 3e fois maintenant qu'on travaille ensemble sur une exposition. Et puis ce travail a été fantastique pour le musée parce que on manquait vraiment pas d'archives sur la partie suisse, l'ère suisse du mésoscaphe. Là, il y a vraiment pléthore et même on savait même pas par quel bout prendre la chose, tellement il y avait d'images, tellement il y avait d'archives. Mais pour la suite, pour toute cette vie d'après, de ce que le mésoscaphe est devenu et de tous ces mystères et ces aventures rocambolesques, alors là vraiment, on avait à peu près rien. Et c'est grâce à la ténacité de Michel Félix et de Philippe Constantin, qui est juste là derrière et qui se cache comme d'habitude, que tous ces fils ont pu être tirés pour pouvoir présenter une exposition qui présente toute la vie du mésoscaphe depuis sa création jusqu'à sa restauration. Et évidemment, il y a des périodes de sa vie qui sont moins illustrées que d'autres, mais malgré tout, chaque période a pu être documentée grâce à la ténacité de ces 2 chercheurs. Et grâce à la générosité aussi de toutes les personnes qui sont là et d'autres encore qui ont ouvert leurs archives pour qu'on puisse raconter l'histoire incroyable de ce sous-marin qui n'est pas simplement le premier sous-marin touristique du monde, mais qui est aussi un sous-marin qui ensuite est parti dans des eaux mystérieuses et qui a vécu une vie aventureuse et rocambolesque. Voilà, je vous remercie toutes et tous de votre présence et puis j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition. Merci. Je te passe le micro. Tous et à toutes, je découvre cet endroit magnifique aujourd'hui pour la première fois. Je suis épaté vraiment par ce qui a été fait sur ce mur. Je vais me permettre un peu de lire là. Déjà, c'est très émouvant de voir l'intérêt que vous portez tous envers le mésoscaphe et cette expérience scientifique et culturelle. Je suis quand même épaté qu'à l'autre bout du lac, là-bas, on a pu concevoir et construire cet engin unique au monde avec des qualités techniques qu'on n'a jamais vraiment su combien ils en avaient. Il était clairement voué à quitter le lac, mais on n'a peut-être pas planifié qu'est-ce qu'on allait faire avec. Je trouve que le manque d'intérêt par les pays maritimes, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis ou autres, le Japon, envers le mésoscaphe quand il était à la vente, moi ça me surprend qu'ils n'ont pas pris la chose. Et donc ça m'avait vraiment surpris ça. Alors je vais en venir à la Chicago Bridge. C'était une société familiale créée par mon arrière-grand-père au milieu du 19e. Elle construisait d'abord des ponts, mais s'est vite spécialisée dans les constructions et récipients à pression, les réservoirs de pétrole, de pétrochimie et de l'eau. Essentiellement, la Chicago Bridge faisait la même chose que les concepteurs du sous-marin. Ils cherchaient à séparer un environnement intérieur d'un environnement extérieur en toute sûreté et sous pression.
Mon père dirigeait la section recherche et développement, puis il est devenu président de cette société au moment de l'achat. Le Mésoscaphe, pour lui, était le coup de foudre. Il est tombé amoureux de cet engin. Il a apprécié et admiré sa conception, sa construction et les atouts uniques qui permettaient à ce submersible d'aller au fond, faire des recherches, se déplacer sans remonter et rester le temps qu'il fallait. Il voulait en faire donc une plateforme scientifique pour sonder les fonds marins depuis le fond au lieu de la surface. Ceci est bien entendu à des fins commerciaux liées aux constructions métalliques. Alors, à sa seule volonté, il a acheté ce sous-marin au nom de la société Chicago Bridge, mais la société n'était plus familiale et avait perdu vraiment l'intérêt dans la recherche et le développement. Donc, il y a eu un divorce entre mon père et la société. Et le sous-marin est parti au Canada, donc avec mon père. Ça lui a tout bouleversé, la vie professionnelle, familiale et économique. Et il s'est lancé à cœur et âme dans ce défi qui durera 20 ans. Malheureusement, il y a eu des contretemps économiques et aussi, tout ça, ça lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Donc il a dû chercher des projets alternatifs, entre autres comme chercher le trésor là, du capitaine San José. S'il y a des gens ici qui ont aidé à rapatrier le sous-marin en Suisse, je suis très reconnaissant parce que pour moi c'était vraiment la honte de savoir que ça rouillait à quai à Galveston et qu'en partie ma famille était responsable pour cela. Mais tout est bien qui finit bien et c'est vraiment un soulagement que vous l'ayez ramené, restauré. J'espère qu'il inspire tout le monde. Et enfin, je crois peut-être que nous ne serions pas tous ici sans que le petit-fils d'Auguste Piccard n'avait pas relevé le défi de ses illustres aïeuls. Il a su médiatiser ses propres exploits et pour moi a fait revivre les exploits de son père et son grand-père, qui ne seraient peut-être que des faits assez lointains dans le passé. Donc l'aventure du Mésoscaphe, l'Auguste Piccard et de tout un pays reste de l'actualité. Bravo et merci. Des monuments et sites du canton de Vaud et ancien membre de l'association Mésoscaphe Auguste Piccard. Petit voyage dans le temps. On rebobine et on est au milieu des années 90. C'est un autre monde qu'aujourd'hui. Parce que les conditions dans lesquelles on a ramené cet engin sont probablement assez inimaginables maintenant. Juste pour vous situer la chose, j'ai entendu parler du cas du Mésoscaphe. Je le connaissais d'époque, mais dans les années 90, par Hussein Fakri, qui avait bossé un certain temps avec Jacques Piccard et qui avait connu le sort du Mésoscaphe, qui savait où il était, qui a donc essayé de réunir quelques personnes. D'abord Christian Savio, et qui était un petit peu le financier dans la première partie de l'affaire. Et puis il s'est adressé à un petit groupe qui était l'association pour la protection du patrimoine lémanique. C'est un truc tout à fait privé. Mais moi j'en faisais partie aussi, puis je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser cet engin finir en tas de rouille là-bas à l'autre bout du monde. C'est quand même un truc absolument extraordinaire que pour la Suisse, on n'a pas les pieds dans la mer et puis on construit le premier sous-marin touristique. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut le ramener, quoi. C'est pas possible. Alors, pour vous donner un petit peu... Il faut toujours que les planètes s'alignent pour que les choses se passent bien. Alors, une des planètes, c'était le petit groupe qui était là. L'autre planète, je dirais, c'était l'air du temps. Pour vous donner une idée, j'étais conservateur des monuments, donc j'avais un certain réseau dans l'officialité et dans les finances officielles. Je téléphone à M. Marcel Blond, qui était mon conseiller d'État. Alors ça se passe comme ça, j'appelle sa secrétaire, je lui dis écoutez, il faudrait que je voie le conseiller d'État parce que j'ai un truc un peu spécial à lui exposer. Oui, c'était quoi? On va essayer de sauver le Mésoscaphe de l'exposition nationale. Bon, un instant. Vous êtes là? Oui, alors vous venez demain matin à 7h.
Déjà ça, c'est un exploit. Aujourd'hui, essayer d'atteindre un conseiller d'État et de voir le lendemain matin à 7 h, vous l'oubliez. Hein. Parce qu'il faut passer par le secrétaire général, il faut passer par les conseillers juridiques, il faut passer par le responsable de la communication et tout. Il faut faire un dossier, il faut le envoyer, puis après vous descendez pour expliquer votre dossier. Non, là, on descend, je lui explique en quelques mots l'affaire. Et puis Marcel Blanc, il était d'un parti qui n'était pas assez loin de mes idées, mais il était avant tout paysan. Donc, bon sens. Et puis il fait confiance aux gens. Et lui, c'est la troisième planète qui s'est alignée, parce qu'il nous a dit, bon, on va y aller. On ne va pas passer par l'État, mais on va passer par les loteries, la loterie romande, parce qu'il avait ses entrées là-bas. Ce qui fait que, voilà, c'est parti comme ça. Mais personne ne nous a dit, vous allez en faire quoi? Vous avez le financement, vous allez le mettre où? Il y en a qui ont essayé, on a répondu, mais d'abord, il faut qu'on l'enlève de là-bas parce que sinon il va être démoli. Donc la première urgence, c'est le ramener. On verra après. Et puis quand les choses sont là, en général, on les voit d'une manière un peu différente. Bref, voilà l'ambiance. Ce qui ne ressort pas forcément de l'exposition, de cette espèce de légèreté et de cette époque où il y avait des choses qui étaient permises comme ça, sur la confiance, sur le bon vouloir des gens. Alors, on a imaginé plusieurs hypothèses pour le ramener, parce qu'évidemment, 28 mètres de tuyaux qui pèsent 160 tonnes, ça ne se manie pas comme ça. On a réfléchi, est-ce qu'on le met à l'eau et on le ramène? Bon, ça c'est impossible, parce que c'est plus possible. Est-ce qu'on le tire derrière un bateau? Ça, c'était un petit peu risqué, mais non. On va le mettre sur un bateau. On avait même imaginé à un moment donné de le mettre dans un avion, mais il n'y en avait pas encore qui était assez puissant pour le ramener. Bref, premier objectif, le racheter avec l'assurance qu'on avait à peu près les moyens pour le ramener. Parce que pour le ramener, il fallait le déplacer. Et si le mésoscaphe lui-même nous a coûté à peu près 30 000 balles, chaque déplacement du mésoscaphe pour le mettre ailleurs coûtait pas loin du double. Parce que il a fallu le prendre sur le quai, il a fallu le mettre sur une barge, il a fallu l'amener près d'un bateau, il a fallu le monter sur le bateau. Quand le bateau est arrivé à Marseille, il a fallu descendre du bateau pour le mettre sur une barge. Quand il est arrivé à Châlons, il a fallu descendre de la barge pour le mettre sur un camion. Donc chaque fois, le compteur tournait, ce qui fait que le prix d'achat n'était qu'un dixième à peu près de ce que ça nous a coûté pour le ramener. Mais ça s'est fait comme ça, voilà, parce que les planètes étaient alignées, parce qu'il y avait les bonnes personnes au bon moment. Alors, ça m'amusait de vous raconter un peu comment, il y a 25 ans, on pouvait encore faire des choses qu'aujourd'hui, je pense que ça serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. On était un peu fous, mais c'était bien. Alors, merci pour ce petit moment de nostalgie, même si ça m'a foutu un coup de vieux. Complémentaire à l'exposition, et puis vous avez un mésoscaphe original de 1964 que gentiment Lionel Gauthier nous permet d'obtenir pour vous le remettre. Donc vous pouvez vous servir. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. On a eu le privilège en tant qu'entreprise locale, familiale, de participer à cette épopée. Comme à toutes les autres épopées qui ont suivi, que ce soit avec la famille Picard et les ballons, etc. Les avions solaires et tout, donc c'est un petit monde, mais c'est un monde auquel on participe, et chaque fois avec beaucoup de développement, beaucoup de réflexion pour trouver les solutions qui permettent d'aboutir. J'ai juste une toute petite correction, mais pas grave. Nous n'avons pas participé physiquement au retour, au déplacement du mésoscaphe de Suisse à Marseille. On était en collaboration, on travaillait avec une société qui l'a effectué à ce moment-là. À ce moment-là, nous n'avions pas les moyens techniques pour effectuer ce transport. Et on y a participé. Par contre, ce retour, le premier téléphone était de M. Fakri, qui me dit « j'aurais quelque chose à vous demander ». Fixe rendez-vous, il vient au bureau, il m'explique l'histoire. Tout de suite, je dirais que
ça m'a piqué aussi au vif et puis on a cherché des solutions. Mais si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on en a parlé 4 ans, 3 ans et demi ou 4 ans de ce retour. Plusieurs rendez-vous avec M. Picard autour de la table dans notre bureau. Et je m'entends un jour lui dire, M. Picard, je vais vous dire une chose qui va vous faire grimper au mur, mais si vraiment on veut une maquette du mésoscaphe ici, vu les problèmes qu'il y a, est-ce qu'on n'aurait pas plus facilement l'idée de reconstruire un petit mésoscaphe en grandeur nature, mais factice? La réponse, j'ai pas eu le temps de l'attendre. Donc c'était clair et net. Et puis tout de suite, les portes se sont ouvertes et les choses se sont mises en place pour effectuer ce retour. Première destination par Genève, par Lausanne, finir au Bouvray. Ensuite, il a été déplacé du Bouvray à l'Expo 02. De l'Expo 02, on l'a ramené au Ferreur à Noville, parce que le Bouvray ne le voulait plus. Et puis, de Noville, il est parti ensuite au musée des transports, mais toujours dans son état tel qu'on le voit sur les premières photos, c'est-à-dire un état très triste et catastrophique. Aujourd'hui, je l'ai revu à Lucerne, dernièrement. Ça fait plaisir de le revoir, ça fait plaisir de voir un objet qui reprend sa couleur initiale et qui reprend son look. Voilà. Donc, encore une fois, merci de nous avoir associés et avec beaucoup de plaisir qu'on a pu donner les infos que nous avions. Voilà, merci. Parce que cette exposition existe. Donc vous avez un livre, ils ont dit qu'on était la référence subaquatique du Léman. Ils ont pris la référence du petit livret des fantômes du Léman que nous avions fait en 2018. Donc le livret, vous voyez, avec un petit peu de décalage, il devient historique et iconique. Voilà. En fait, j'aimerais surtout dire un mot à Michel Félix. On a une chance incroyable d'avoir ces deux. Depuis, de façon quasi continue, on a des expos politiques, esthétiques, historiques. Là, c'est quand il était à Galveston, à moitié à l'agonie. Lors du San José, on imagine qu'il y a eu 200 tonnes d'or et d'argent. Et voilà un peu la photo. Là, c'est quand on a mis des voiles et il est roulé, si je puis dire. Voilà. Il y a le plan d'Auguste Picard. C'était à l'Expo 64. Moi, j'étais pas encore là. Lausanne. Hein. Tu sais, ça fait comme si tu étais bien en médecine. Et donc, dans le film, on a entendu tous les témoignages en fait, du rapatriement. Alors là, je photographie les bains et un peu la vue qu'on a. Okay. Bien sûr. Et